Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons reprendre le travail. Nous accueillons cet après-midi Corinne Larue, qui va être la première personne à nous faire sa présentation. Corinne Larue, qui est professeure en aménagement et urbanisme, co-directrice de l'école d'urbanisme de Paris et membre du Lab Urba. Elle est spécialiste de manière générale de la mise en œuvre des politiques publiques d'environnement à différentes échelles territoriales dans différents pays européens. Et plus précisément, elle a travaillé progressivement à mieux connaître les acteurs, les processus de construction, de mise en œuvre et d'évaluation des différentes politiques environnementales dans différents champs, dans différents domaines, aussi bien dans le domaine de l'air, de l'eau, du sol, des déchets, du bruit, de la protection de la nature que du changement climatique. Avant d'être à l'université Paris-Est-Créteil, où elle exerce depuis 6 ans, elle a été durant une vingtaine d'années à l'université de Tours et à l'UMR Citer, je le mentionne, puisque du coup, comme j'ai moi aussi été quelques années dans cette université, ça me rappelle de vieux souvenirs. Donc, merci Corinne d'avoir accepté notre invitation. Et donc, nous t'écoutons pour une présentation de 45 minutes. Oui, ou 40 pour qu'on ait le temps éventuellement de quelques questions. Bon, merci de cette invitation. D'abord à Sylvain, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a invité, et c'est vrai que je suis venue écouter ces 3 jours parce que, comme je disais à ma collègue Yvette, c'est que je connaissais pas grand monde et que du coup, ça me permettait de comprendre les autres approches. Alors que quand on se retrouve habituellement dans des colloques sur les questions environnementales, on se retrouve assez classiquement entre nous, et là, j'ai découvert des mondes assez intéressants. Et donc, je vous remercie à la fois de donner l'opportunité de présenter, vous allez voir un travail, ou enfin un regard un peu décalé, et de m'avoir donné l'occasion d'écouter des entrées qui ne m'étaient pas habituelles. Je dis pas que j'ai tout compris, je veux ni tout être en capacité de suivre, mais j'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie. Donc du coup, ce qui m'a frappé dans ce colloque, c'est vraiment les multiples dimensions disciplinaires autour de cette question de perception que j'ai dit, perception environnementale, perception de l'environnement. Et moi, je vais vous proposer un regard un peu spécifique, celle du point de vue de l'analyse de politique publique et surtout de ceux qui se soucient de la mise en œuvre un peu concrète sur le terrain de ces politiques publiques environnementales. Et comme la question était celle des dispositifs de perception en matière d'analyse de politique publique, la question de dispositifs de perception comme filtre, comme condition de mise, ce qu'on appelle, je vais y revenir, la mise sur agenda des politiques publiques, c'est-à-dire de reconnaissance de l'existence de problèmes environnementaux qui doivent faire appel à l'attention de l'autorité politico-administrative. Et du coup, je me suis intéressée aux dispositifs de mesure de l'état de l'environnement ou des pressions sur l'environnement comme un filtre finalement de cette mise sur agenda. Alors, comme le disait Eric tout à l'heure, enfin ce matin, c'est vrai que pour un politiste, il n'y a pas de fait objectif qui implique automatiquement un problème public. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aucun problème qui n'est automatiquement public ou automatiquement reconnu comme devant faire appel à une intervention publique. Et c'est de l'ordre de l'évidence. Et le travail des politistes est effectivement d'essayer de comprendre quels sont les processus qui font qu'on passe d'un certain nombre de faits objectifs ou objectivés par un certain nombre d'acteurs à leur reconnaissance et la mise en place et la mise en œuvre de politiques publiques. C'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer avec un prisme sur les dispositifs de mesure comme un élément de la construction de ces problèmes publics. Du coup, ça m'amène à parler un peu de cette notion de dispositif pour vous dire que les dispositifs de mesure, je ne les prends pas seulement comme des producteurs de données, mais j'intègre dedans à la fois le cadre réglementaire et législatif qui le formate, et vous allez voir que c'est une donnée assez importante de ce cadre, à la fois comme cause et comme conséquence de ces perceptions des problèmes environnementaux. Les discours qui les accompagnent, parce que vous allez voir aussi que ces discours sont une donnée importante dans la compréhension des processus, et les différents usages que divers acteurs qui interviennent vont aussi faire de ces dispositifs, et c'est un petit peu ça que j'aimerais pouvoir décrypter avec vous.
Donc, comme l'avait bien dit, je ne sais plus qui hier, il faut bien définir les termes sur lesquels on va s'appuyer. Et donc, je vous ai mis ceux qui sont les plus classiques, en tout cas en français, de ce qu'on appelle la mise sur agenda des politiques publiques, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes qui sont perçus, comme appelant à un débat public ou une intervention des autorités publiques légitimes, ou ceux qui font l'objet d'une ou plusieurs décisions à différents niveaux possibles. Donc Philippe Garot a été en France celui qui a le plus importé ces questions de mise sur agenda et de compréhension des processus de mise sur agenda. Il était politiste à Rennes et il a, je dis importé, parce que ce sont vraiment des questions que les politistes américains avaient vraiment étudiées en long, en large et un peu en travers. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'un problème public n'est jamais public par nature, ni ne le devient automatiquement. C'est donc la question de la publicisation des problèmes qui fait l'objet de processus que différents politistes cherchent à identifier. C'est vrai que dans l'analyse de politique publique, on distingue un peu classiquement la partie noble qui est l'élaboration des politiques publiques et notamment leur mise sur agenda, la partie un peu moins noble dont je m'occupe, qui est celle de la mise en œuvre sur le terrain et des effets que ça produit. Je ne sais pas que je ne sois pas noble, mais je trouve que c'est nettement plus intéressant. Et puis surtout, c'est associé à mon champ de travail, puisque je travaille sur les territoires et que c'est dans et sur les territoires que se mettent en œuvre ces différentes politiques. Donc ça, c'était juste le point. Alors, pour structurer mon propos, je suis repartie et j'ai trouvé ça lundi soir, le premier jour là, mercredi soir, parce que j'avais organisé mon propos d'une autre manière et puis j'ai réussi à comprendre que finalement on était dans des confrontations ou des transmissions disciplinaires et que du coup il fallait peut-être simplifier le propos et donc j'ai essayé de faire œuvre de pédagogie et de simplification en prenant donc des auteurs américains et notamment Felstiner, ce qui distingue 3 étapes de construction d'un problème public. Donc vous voyez, c'est bien un processus de construction qui fait qu'un problème devient public. Et il distingue 3 grandes étapes. Alors c'est pas des étapes chronologiques, c'est juste des étapes des moments différents dans le processus. Un temps de désignation, du naming, c'est-à-dire de la prise de conscience, de la mise en mots de l'existence d'un problème. Un temps de blaming qui est la recherche des causes, des imputations de qui est à l'origine du problème, et un temps de claiming qui est autour de la revendication auprès des différents acteurs qui vont jouer de publicisation du problème. Alors j'ai organisé mon propos en 3 temps, celui du naming, celui du blaming, celui du claiming, mais vous inquiétez pas, c'est pas aussi simple dans la réalité, c'est aussi un peu ça que je vais vous proposer, et à l'intérieur de ces 3 étapes, je vais essayer de mettre la focale, notamment à partir des exemples que je vous propose, sur le rôle de ces réseaux de mesures comme dispositif de perception des problèmes et du coup comme dispositif qui autorise ou participe à la construction de ces problèmes environnementaux. Donc ça va être l'ensemble du propos, avec un accent mis sur les niveaux territoriaux et moins sur des niveaux nationaux ou internationaux. On en parlait avec quelqu'un dans la salle. Tout ça procède non pas de choses seulement localisées ou à des échelles nationales, mais bien entendu s'inscrivent dans un contexte plus international, voire global, comme nous en a parlé Eric sur les changements climatiques. J'ai choisi de faire une petite focale à la fois sur un certain nombre de choses territoriales et sur des processus concrets et notamment de leur un peu historique et dans leur épaisseur historique, comme nous disent nos sociologues. Voilà le menu de la communication. Si je regardais mes notes, ça serait mieux. Voilà, tout ça, c'est passé.
Ah oui, je suis dans là, c'est un peu compliqué votre histoire. Voilà, juste un petit point, c'est que dans ce travail-là, j'ai été amenée à revisiter, c'était assez drôle, un travail que j'avais fait il y a 25 ans sur une sorte de bilan-évaluation de l'observation de l'environnement en France que j'avais fait auquel j'avais participé pour le groupe de prospective du ministère de l'Environnement. Et du coup, quand j'ai essayé de travailler sur les dispositifs de mesure, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, ça me dit quelque chose, j'avais travaillé un peu là-dessus. Et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi l'idée de ce prisme un peu historique, parce que je me suis posé la question, et depuis 25 ans. Donc, je vous parlerai un peu des résultats aussi de ce travail, et de ce que, alors là, ça sera moins scientifiquement fondé, si je puis dire, de ce qu'il me semble important des évolutions depuis 25 ans, même si n'ayant pas réentamé une recherche approfondie sur ces questions-là, ça sera plus un peu au doigt mouillé, comme on dit, mais je pense que voilà, ce sera sur des réflexions un peu plus générales. Alors, le naming, c'est-à-dire la désignation. On peut dire que, de fait, les réseaux de mesure, les dispositifs de mesure de l'environnement, dans différents compartiments, différents milieux, sont finalement au cœur de ces questions de prise de conscience, désignation des problèmes, du fait de leur volonté de surveillance, c'était l'objet des dispositifs de mesure, de connaissance en termes d'intensité, en termes de localisation, mais aussi comment dire, pression et de dysfonctionnement des milieux. On peut penser que finalement ces dispositifs de mesure qui sont de la production de données sur l'état d'un milieu ou sur les pressions qu'il subit, eh bien est comment dire un outil par définition de la perception des problèmes environnementaux. C'était un peu ce que nous a dit Eric ce matin. Finalement, on a fait des mesures, on a fait des calculs et du coup, on a pu prendre conscience que ça n'allait pas comme ça ou ça n'allait pas comme ça. Donc on a bien, a priori par excellence, ce rôle qu'on attend des dispositifs de mesure. Vous allez voir que c'est pas si simple quand même. Mais du coup, du point de vue de l'OCDE, donc comme je dis, le club des pays riches, entre guillemets, il y a eu toute une réflexion sur comment construire un système d'observation de l'environnement, pourquoi construire un système d'observation de l'environnement. Et ça a été, pour le travail fait il y a 25 ans, toute une sorte de référence finalement, d'essayer de passer au crible des dispositifs d'observation que l'on a pu constater à l'échelle locale et à l'échelle nationale, mais aussi dans d'autres pays européens, puisqu'on avait travaillé dans d'autres pays européens, pour essayer de comprendre comment il était formaté, pourquoi il était formaté, et du coup, ces 4 grands objectifs assignés à un système d'observation de l'environnement renvoient bien en priorité, c'est dans ce sens-là, de définir finalement les priorités des politiques à venir, et c'est bien ce que finalement on s'attend de ces dispositifs de mesure. Mais vous voyez, c'est aussi un outil censé permettre d'évaluer finalement les avancées, le développement de ces actions pour l'amélioration des situations, éventuellement anticiper les problèmes à venir et sensibiliser les différents acteurs, comme ce qu'on appelle l'outil de la communication environnementale. Je ne vais pas vous donner les conclusions qu'on avait, auxquelles on était abouti, mais d'une manière générale, le dispositif d'observation de l'environnement était essentiellement consacré au premier, puisqu'on était aussi à un temps de construction des politiques environnementales, que ce soit à une échelle nationale ou à une échelle locale. Les questions d'évaluation n'ont jamais été bonne presse en France. L'anticipation des problèmes, vous allez voir que c'est ce qui pose un peu les problèmes. Et la sensibilisation des différents acteurs, les systèmes d'observation n'étaient pas suffisamment en capacité d'être diffusés pour atteindre
atteindre finalement ces cibles de sensibilisation. Je ferme ma petite parenthèse. Ce que je veux juste dire, c'est que dès ce moment où finalement ce système d'observation il s'est construit progressivement de la fin des années 60 au début des années 80, hein, c'est un peu cette temporalité-là, et elle a été organisée selon un modèle de représentation qui était le modèle qui s'appelait pression état-réponse, donc maintenant qui a été un peu compliqué avec les forces pressantes qui ont des impacts sur les pressions qui donnent de l'état et qui permettent des réponses, mais on voit bien que l'observation de l'environnement et notamment les différents réseaux qui étaient mis en place étaient pensés avec l'idée que les activités humaines exerçaient des pressions qui avaient donc des conséquences négatives sur l'état des milieux biotiques et abiotiques et qui donc appelaient à une réaction collective ou individuelle, qui s'appelle en quelque sorte une sorte de rationalisation de la décision et qui s'inscrivait dans cette idée de la rationalisation de la décision face à un modèle qu'on va retrouver aujourd'hui encore dans tout ce qui est étude d'impact sur l'environnement, évaluation environnementale stratégique, renvoie à cette idée qu'il faut mettre en évidence les pressions qui peuvent avoir une conséquence sur un état d'un milieu et qui donc doivent permettre de définir une acquisition de connaissances pour penser une politique publique. Alors, j'ai juste repris ces éléments-là qui sont relativement connus. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas pris en compte, et notamment des choses dont Yvette Verret a un petit peu parlé le premier jour sur le fait qu'il y a des équilibres qui sont nés de l'activité humaine elle-même et qui du coup avaient passer un peu à travers la grille, notamment tout ce qui était autour de la réduction de l'activité humaine ou sur la connaissance des écosystèmes, je dirais un peu hors de la pression humaine. Donc c'était juste pour vous amener un peu progressivement au fait que la représentation de ce qu'était l'environnement a été importante pour penser les dispositifs de mesure, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, ce que l'on peut dire sur cette observation de fait, qui est toujours la réalité, hein, qui est qu'il y avait beaucoup d'acteurs, et c'est un peu les caractéristiques d'ailleurs des questions environnementales, c'est qu'elles sont généralement multi-acteurs, multi-échelles, mais on y trouvait beaucoup d'acteurs, et vous allez le voir un peu du coup une compétition entre les acteurs pour imposer quelque part leur représentation des problèmes. Et surtout, ce qui apparaissait de manière un peu évidente, c'est que les mesures qui étaient développées sur le terrain, la production des données, étaient largement orientées au regard des intérêts à les produire. Je vais vous donner des exemples dans le domaine de l'eau et de l'air. Sur les questions d'ordre sanitaire, en fait, on allait mesurer lorsqu'il y avait un intérêt sanitaire, ça a été le cas notamment de la qualité de l'eau, un intérêt sécuritaire par rapport notamment aux risques éventuellement soit naturels, soit industriels. Il pouvait aussi y avoir des ordres scientifiques, on l'a vu notamment porté pour ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, mais la connaissance des milieux naturels était d'abord une question portée par les scientifiques, ou alors carrément imposée par le niveau de la réglementation ou du droit en général. Et ce que l'on pouvait, et ce qu'on constate toujours, même si les avancées technologiques le facilitent, et notamment les systèmes d'information géographique, les difficultés d'intégration des différentes données, ça c'était un peu le cas il y a 25 ans.
Et du coup, je vous laisse lire le constat de la Commission nationale de l'information statistique, qui est un groupe d'experts à l'échelle nationale, qui avait produit toute une réflexion sur cette observation en France, qui avait un avis relativement négatif. Alors, du coup, ce qui m'a amené moi à réfléchir à la situation aujourd'hui. Donc là, je vous dis, c'est moins fondé sur des observations très concrète, mais ce que l'on peut vraiment voir apparaître comme modification par rapport à ce système, c'est celle effectivement de la capacité d'intégration liée au développement technologique, la multiplication surtout des producteurs et des utilisateurs, et c'est notamment ce qui peut se développer à travers les sciences participatives, c'est-à-dire qu'on a une ouverture assez large des producteurs et des utilisateurs de ces données, et donc du coup une multiplicité et une diversité sans doute plus grande, mais qui s'accompagne aussi d'une normalisation assez forte au regard des politiques publiques de données qui sont aujourd'hui très normalisées. C'est un peu ce que je vais vous donner comme exemple un peu précis dans le cas de l'air et de l'eau, parce que finalement il y a une volonté d'objectivation harmonisée, notamment à une échelle européenne, liée à l'intégration européenne du droit notamment, et qui du coup fait qu'on a de plus en plus, une normalisation et une labellisation des données qui sont utilisées principalement par les acteurs des politiques publiques. Alors, pour ce qui concerne le cas de l'air, je vous ai mis quelques éléments. Les mesures scientifiques qui ont été mises en place l'ont été dès le début des années 50, mais après le smog londonien de 1952 qui a fait entre 4 000 et 5 000 morts en une semaine, on a eu une attention très forte portée aux questions des pollutions de l'air, mais du point de vue sanitaire et de la santé publique humaine, si je puis dire. Donc des orientations très hygiénistes et des mesures très orientées sur les polluants qui pouvaient avoir un impact sur la santé publique et notamment le soufre, la teneur en soufre de l'air. En France, à partir de 58, la création d'une association qui est toujours en vie, qui va pour ces raisons de santé publique, réussir à sensibiliser les acteurs municipaux qui, au-delà de l'État et au-delà du niveau central, vont équiper les grandes villes françaises de dispositifs de mesure pour s'assurer finalement d'une capacité à pouvoir dire si ou pas les populations vivaient dans une situation polluée, et qui s'est accompagnée assez rapidement, donc en 1960, de la création du CATPA, qui était le comité d'action technique contre la pollution atmosphérique, qui était du côté des industriels pour essayer d'avoir une réponse à cette mise en objectivité du problème de santé pour la population, et pour dire c'est pas les industries, c'est les populations, c'est le chauffage, c'est éventuellement la voiture, quoiqu'elle a été assez vite occultée. Et donc de problèmes qu'on avait de fumée noire au 19e, la montée en puissance de cette question sanitaire finalement a fait qu'on a été amené à ce moment-là, donc dans les années 60, à considérer la pollution atmosphérique des agglomérations, et du coup surtout des multiples sources possibles, et ça va être le lien avec la deuxième partie, des multiples sources possibles de
de pollution, et pas seulement la pollution industrielle, dont on ne voulait certainement pas arrêter le développement. Dans le domaine de l'eau, c'est un petit peu pareil, mais avec des dispositifs un peu particuliers. La loi de 64, qui est la loi qui va vraiment, je dirais, entamer la question de la protection de l'eau. Cette loi, elle a imposé, dans son article 5, je crois, un inventaire quinquennal de la qualité de l'eau. Et c'était assez novateur, parce que on est bien avant la création du ministère de l'Environnement, c'est 71. On est sur des questions une loi qui cherche à réduire la pollution pour permettre finalement un usage pérenne de l'eau. C'est une volonté de développement du territoire, de développement de l'industrialisation, avec l'idée qu'il faut permettre que les industries puissent utiliser de l'eau et qu'elle ne soit pas trop sale, parce que si elle est trop sale, les industries vont utiliser de l'eau souterraine, et que l'eau souterraine doit être réservée à l'eau potable. Et donc on a tout un dispositif dont beaucoup d'auteurs ont montré le processus, ont étudié le processus. Mais ce qui est intéressant en termes de réseau de surveillance et en termes de volonté d'impact sur la perception de ce qu'était la pollution de l'eau, c'est que ce que les auteurs avaient dans la tête, c'était que on se dote de connaissances de la qualité de l'eau, parce que finalement, on le verra un peu plus tard, l'eau des rivières était assez peu mesurée parce que assez peu utilisée, donc on utilisait l'eau surtout pour des questions sanitaires, on utilisait l'eau plutôt souterraine, et finalement la connaissance un peu générale de l'état de l'eau utilisée était pas très bonne, et donc la loi de 64, en imposant cet inventaire quinquennal, voulait se donner la capacité de qualifier et de quantifier les problèmes, avec l'idée de ne pas intervenir partout, puisque la connaissance relativement fine de la qualité des eaux superficielles permettait de dire là il y a un vrai cloaque, et là il y a une utilisabilité potentielle. Et l'idée des promoteurs de cette loi était vraiment de pouvoir dire là on laisse tomber, on s'en occupe pas, et là on fait quelque chose pour améliorer la qualité de l'eau, ce qui n'a pas été sans problème. Alors juste un petit point sur la suite de l'histoire, et cette idée de normalisation, notamment par le niveau européen. Aujourd'hui, les réseaux de surveillance de la qualité de l'eau sont intégrés dans un dispositif de normalisation à travers ce qu'on appelle la DCE pour les intimes, la directive cadre sur l'eau, qui a défini tout un cycle, là encore très rationnel, d'état des lieux, de définition des objectifs de qualité des cours d'eau, de mise en œuvre de mesures, de suivi, et on recommence, on refait un autre état des lieux, avec la nécessité de tel normaliser, c'est qu'on ne parle même plus de rivière, on parle de masse d'eau. Une masse d'eau, c'est une portion de cours d'eau ou de plan d'eau qui a à peu près un état à peu près homogène pour lequel on peut définir un objectif commun. Et donc on a une vraie technocratie de la mesure de la qualité de l'eau, malgré tout, une normalisation des paramètres à prendre en compte. Et puis du coup ça a eu, je dirais, deux conséquences. D'une part, une question qui était une perception qui était loin, un dispositif de mesure qui était loin des perceptions des problèmes sur le terrain, et puis surtout une transformation des réseaux de mesure qui s'est aussi transformée avec cette perception des problèmes environnementaux. Et je voulais vous montrer j'étais il y a quelque temps dans une thèse qui était soutenue à Rennes sur une évolution des observations dans des réseaux de mesure bretons, à travers. Elle était partie notamment du programme Bretagne au pur, qui était une volonté régionale de se doter finalement d'une réelle connaissance. Et vous voyez donc ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc l'ensemble des réseaux de mesure qui avaient été mis en place dans un petit bassin. C'est Livet-Livet,
Villette, pardon, à côté dans le bassin de la Vilaine, qui avait développé tout un réseau de mesures pour finalement se comprendre quelles étaient la pollution. Ce réseau, il a été transformé à partir de 2000 en un réseau plus opérationnel pour comprendre les mécanismes à l'intérieur. Et puis, avec la transposition de la directive cadre, ça devient un réseau de surveillance un peu plus statistique. Et simplement, je trouvais ces trois cartes assez représentatives de on ne cherche que ce qu'on le veut bien trouver quelque part. Et se pose du coup une question de certaines de ces stations-là qui veulent être gardées à titre patrimonial pour avoir la mémoire des données, mais qui finalement ne se justifie pas en termes de coûts développés pour la mesure. Alors, ce que je voulais montrer par ce petit premier point, c'était le fait que on a une orientation un petit peu qui se construit au fur et à mesure de la mise en place des réseaux de mesures, une orientation de sens. D'une part, on mesure avec un présupposé quelque part du blaming, c'est-à-dire finalement on veut ou soit démontrer, soit montrer, ou au contraire essayer de contrer la mesure pour empêcher de percevoir finalement un certain nombre de problèmes. Et deuxième chose, c'est une organisation de plus en plus normée et outillée, je dirais, d'un point de vue juridique, tout au long de cette période. Alors, mon deuxième point va être finalement autour de ces dispositifs de mesure, pensés comme une opération d'objectivation des causes. Et ce qui me semble important de montrer, je vais centrer un peu là-dessus, c'est que finalement, ça dépend de celui qui porte la mesure. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer sur la représentation des problèmes, finalement, on cherche à confirmer un certain nombre de problèmes, et surtout on cherche à faire accepter comme une évidence un certain nombre de représentations du problème. Et finalement, plutôt que de penser c'est un peu dans une démarche qu'on pourrait qualifier de scientifique, ou en tout cas ce qu'Éric disait scientifique ce matin, c'est-à-dire que on a des faits, on cherche à comprendre et on en tire des conséquences. En fait, non, on a des idées, on cherche à les qualifier, les quantifier, et ensuite on se bataille dans le processus de construction du problème pour faire reconnaître sa représentation. Alors pour ça, je vous ai pris deux exemples, toujours dans l'eau et dans l'air, c'était ceux qui me semblaient les plus évidentes. Le premier, c'est celui des indicateurs de qualité des eaux, et qui a été particulièrement bien illustré par la thèse de Gabriel Boulot en 2007, donc il date un petit peu, qui montre toute la bataille qu'il y a eu sur les indicateurs justement de cet inventaire quinquennal de la qualité des eaux superficielles qui allait être imposé par la loi de 64. Et donc au démarrage, comme les rivières, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas utilisées. Oh oui, c'est bon. Au même, j'en ai moins. N'étaient pas utilisées pour l'alimentation en eau. C'était un petit peu la rançon du développement industriel. Et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à ce petit bouquin. C'est une autre histoire des 30 glorieuses, qui s'appelle les 30 ravageuses, et qui montre bien finalement cette rançon qui était le prix à payer pour le développement de la modernité, ou le développement du progrès dans toutes ces différentes directions. Et du coup, sur ce travail des historiens de l'environnement, et notamment les historiens de l'environnement urbain, ils ont mis en évidence ce rôle finalement des indicateurs dans cette écriture d'une histoire, et
et dans cette construction finalement d'une politique finalement orientée. Et donc ce que montre Gabriel Boulot dans son travail, c'est finalement la volonté des services de l'État, principalement, de vouloir mesurer la qualité de ces cours d'eau à travers ce qu'on appelle la demande biologique en oxygène et la demande chimique en oxygène, qui permettait finalement de tirer des indications sur l'épuration ou la capacité d'épuration de l'eau et du coup l'utilisabilité de l'eau, mais ne donnait que peu d'indications sur les accidents, notamment les déversements accidentels liés à l'industrie, et ne considérait pas les rivières comme un lieu de vie, à tel point, c'est une petite anecdote, mais à tel point, pendant une quinzaine d'années au ministère de l'Environnement, vous aviez deux directions qui relevaient de deux orientations importantes. La première, c'était la direction de l'eau qui était au sein du service environnement industriel et qui considérait les cours d'eau comme des récepteurs de déversement, d'un côté, et de l'autre, vous aviez un service eau et diversité biologique, je crois, ou eau et biologie, qui était au sein de la direction de la protection de la nature et considérait les cours d'eau comme des réceptacles à petits poissons. Je vous les caricature. Et ces ingénieurs différents ne se parlaient pas, même s'ils travaillaient quelque part sur les mêmes cours d'eau. Il y en a qui parlaient de DBO, DCO, nitrate, ppm de ci, ppm de ça, et les autres parlaient d'habitat, d'écologie et de développement écologique de ces cours d'eau et de capacité écologique de ces cours d'eau. Et donc, il y a eu toute une lutte entre 59 et 64, et c'est ce que montre Gabriel Boulot dans son travail, toute une lutte pour faire reconnaître que la qualité des cours d'eau ne pouvait pas être simplement mesurée par des produits physico-chimiques, par des indicateurs physico-chimiques, mais devait comprendre des indices biotiques qui n'existaient pas vraiment à l'époque, parce qu'on n'avait pas vraiment d'hydrobiologistes qui avaient travaillé là-dessus. Et du coup, elle montre comment le réseau d'acteurs, finalement, c'est d'un côté, du côté des écologues et des hydrobiologistes, équipés d'un dispositif sous forme d'indices. Ils sont allés trouver un petit truc qui était déjà testé dans la rivière Trent en Angleterre, qu'ils ont formaté pour en faire ce qu'on a appelé ensuite l'indice biologique normalisé, l'IBGM, et qui va être ensuite un indice qui va permettre de mesurer, de quantifier la qualité écologique d'un cours d'eau. Et elle montre comment il y a une sorte de course contre la montre pendant 3 ans pour faire en sorte que cet inventaire quinquennal sur la qualité de l'eau est aussi un dispositif d'écologie. Et donc, ce que je veux dire là simplement, c'est que cette bataille, finalement, vous la trouvez aussi à l'échelle des réseaux. C'est-à-dire, ce qu'on mesure, il est aussi en lien avec ce que l'on veut blâmer quelque part, et donc ce que l'on ne veut pas blâmer aussi, puisque c'était finalement cette opposition qui existait. Alors là, je vous ai mis, aujourd'hui, on a dépassé tout ça, bien entendu, c'est tous les indices que vous avez en matière d'écologie qui permettent finalement d'affiner au fur et à mesure, et aujourd'hui sont des indices normalisés qui sont utilisés pour définir la qualité écologique des cours d'eau, qui sont aujourd'hui, qui ont le même titre quelque part que la qualité physico-chimique des cours d'eau dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. Alors, deuxième exemple, celui de la pollution de l'air, et là c'est Friou qui le développe notamment dans cet ouvrage, et qui montre bien comment la question de ce qu'on mesure, comme je vous l'ai dit, était plutôt avec un objet sanitaire au démarrage. Il a montré comment progressivement, et là c'était à des échelles locales, lui le cas qu'il a pris c'était Lyon, moi je l'ai étudié
étudié à Paris et à Marseille, avec l'idée que ce qu'il ne fallait pas, c'est stigmatiser l'industrie. Et donc, l'idée était que pour ne pas stigmatiser l'industrie, là, la stratégie n'a pas été d'essayer d'éviter les mesures, mais bien de les impliquer, de les enrôler dans un ensemble. On ne parlait pas de pollution de l'air, mais bien de pollution des agglomérations, dans lequel on pouvait couvrir l'ensemble des ressources, ne pas stigmatiser l'industrie pour lequel on avait confiance dans le progrès technique qui allait réduire la pression sur l'industrie, et surtout ne pas affoler les populations, mais surtout les enrôler dans la responsabilisation des sources de pollution à travers notamment le chauffage urbain. Et du coup, on a de cette vision-là qui était, qui s'est voulue dominante, mais un peu par tous les acteurs, c'était vraiment quelque chose un peu consensuel, est né les associations de gestion des réseaux de mesure qui sont toujours à l'œuvre, des réseaux tripartites dans lesquels on avait à la fois des représentants de l'État, des collectivités et des associations de protection de la nature, de protection de l'environnement, qui existaient et qui permettaient de gérer la confiance. C'est une des choses que j'avais regardé au moment où ça s'est mis en place, parce que finalement on arrivait à une sorte de consensus autour de qui était responsable et de manière équilibrée de comment on pouvait mesurer cette responsabilité et de manière impliquée, si vous voulez, par l'ensemble des parties prenantes. Alors du coup, juste une petite aparté, c'est que de ce dispositif, il y a des pollutions qui ont été invisibles, des choses qui sont arrivées ensuite finalement par les directives sur la qualité de l'air européenne. Ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on a vu peu, ça a été la pollution transportée, et notamment c'est venu après dans les années 80 sur la transportée d'abord à l'échelle régionale et à une échelle plus internationale avec la pollution transfrontière. Deuxième élément, ça a été la pollution par l'ozone, qui était mesurée largement aux États-Unis à une époque où on ne la mesurait pas en France, et qui a été imposée par la directive de 92 sur le niveau européen. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, et c'est juste un point sur la construction des problèmes publics qui était intéressant, c'est ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est qu'en matière de pollution de l'air, on est passé d'une pollution par le soufre en hiver, d'origine d'installations fixes de pollution, à aujourd'hui une pollution, et donc ponctuelle, puisque c'est des pollutions fixes, à aujourd'hui une prise en compte à l'échelle locale d'une pollution par l'ozone et les NOx, en été, d'origine des véhicules automobiles et de caractère diffus. C'est-à-dire qu'on a transformé le problème, mais aussi avec la manière dont on l'a mesuré. Dernier point, et ça doit être bon pour le temps, celui du claiming. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est quelques éléments de théorie de politique publique, si je puis dire. C'est que finalement, cette utilisation des connaissances produites, donc vous voyez, elles sont pas produites de manière objective ni neutre, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Cette utilisation des connaissances qui ne va pas de soi, il est lié à un travail d'étiquetage et de labellisation. C'est-à-dire que finalement, là je vous ai parlé un peu ce que les politistes appellent from issue to problem, et maintenant on est sur from problem to policies. Et donc du coup, ce que les politistes mettent vraiment bien en évidence, c'est la question de la labellisation par un certain nombre d'acteurs, qui passe par trois grands faisceaux d'organisation, celui des acteurs sociaux, et donc le rôle des mouvements associatifs environnementaux est quelque chose qui est particulièrement étudié et qui certainement prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui avec des réseaux sociaux, je dirais, plus virtuels, et qui du coup jouent un rôle, je pense, plus important. Un élément de médiatisation avec les médias
principalement comme relais des mobilisations. Certains auteurs mettent en exergue un rôle plus autonome des médias dans cette finalement interface entre les connaissances et leur mise sur agenda. Et puis, des questions de politisation qui dépend du coup des bénéfices qui sont attendus par les différents acteurs. Alors, ces éléments-là de ces connaissances sont relativement bien connus. Ce que je voulais juste vous montrer, donc, c'est qu'il y a derrière plusieurs cadres analytiques qui permettent d'expliquer comment on arrive à partir de ces processus de mobilisation, médiatisation et de politisation à une reconnaissance de l'action publique à agir, notamment. Et donc, je vous montre celui de Kingdon. Il y en a d'autres. Juste celui-ci, il me semblait plus évident. Pour Kingdom, il y a ce qu'il appelle le multi-stream framework, sur lequel il existe 3 sphères qui évoluent de manière un peu autonome. Donc la sphère des problèmes liés aux indicateurs, un peu comme on vient de le voir, à un certain nombre d'événements marquants, ce qu'on appelle les shock events, qui vont ramener sur le devant de la scène un certain nombre de choses, ou des faits de rétroaction des politiques qui ont pu être menées. Et donc ce qu'il identifie comme finalement un processus qui a sa vie propre, qui évolue de sa propre manière. La sphère des politiques publiques qui elle relève finalement de ce qu'on appelle l'instrumentation de l'action publique. Il y a des solutions ou pas qui sont disponibles, là qui va dépendre d'une faisabilité à la fois technique ou politique, mais aussi d'une réelle capacité d'anticipation des contraintes qui apparemment n'a pas forcément été bien prise en compte si on en croit ce qu'il y a dans la rue aujourd'hui. Et une sphère plus politique qui là va dépendre finalement des forces politiques organisées telles qu'on les connaît. Et ce que Kingdon fait comme hypothèse ou nous propose comme modèle, c'est que quand on a une conjonction de ces 3 sphères, eh bien on a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité politique, ce que les politistes appellent les policy windows, dont peuvent se saisir des entrepreneurs politiques à la fois à une échelle locale et à différentes échelles pour mettre en place finalement une politique publique qui permettra d'aligner la manière dont on voit les problèmes, les solutions possibles et le portage politique. Voilà, c'est un peu. Alors il y en a d'autres. Nos amis nous ont abreuvés de théories. La dernière en date est sur celle du multilevel de ce qu'on appelle les transition studies, qui vont développer l'alignement des multilevel. Comment il s'appelle sa perspective, avec une perspective plutôt à une échelle de niche, à une échelle de régime, à une échelle de paysage. Voilà, il y a plein de possibilités. Et du coup, ce qui me convient plutôt à conclure sur le fait qu'une mise sur agenda dépend finalement moins des propriétés des problèmes, de sa gravité, de sa connaissance, de son urgence, que finalement de sa capacité à être visible, des ressources de ceux qui portent et relaient, et surtout de ceux qui s'y opposent. Donc c'est les deux qui sont importants de voir. Des réponses qui sont disponibles en termes d'action publique, et ces réponses ne sont pas toujours disponibles, ou en tout cas acceptables entre guillemets, et du coup de l'adéquation avec les valeurs dominantes d'une société, mais qui ne se mesurent qu'à un moment donné et pour une société donnée. Ce qui me conduit à conclure que on se situe dans une perspective constructiviste des problèmes environnementaux, que la mise sur agenda est un processus long. On a aussi différents temps longs, moyens, courts, qui fait que ces multiples facteurs qui font passer de la connaissance à l'action, finalement sont en interaction, et que finalement la perception environnementale, même si on est à la fin du colloque, n'est pas forcément un des facteurs sine qua non de la mise sur agenda des politiques environnementales. Voilà.